Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne, à partir de midi, les vœux de Nicolas Sarkozy aux forces économiques. C'est donc à partir de midi en direct de l'Elysée. Mais tout de suite, place à la séance. Je vous propose de suivre un débat sur le service minimum dans les transports. Ce débat a été organisé mercredi à la demande du groupe UMP du Sénat. Objectif, faire le bilan de la loi qui a été votée en 2007, alors que la grève du mois dernier dans le RER A a été la grève la plus suivie depuis 1995, avec 90 à 95% de grévistes. Voilà donc pour les enjeux de ce débat que je vous propose de suivre tout de suite. Très bonne matinée à tous sur notre antenne. La parole est donc tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, Madame Catherine Procaccia, pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 2007, la loi sur le service minimum dans les transports était, selon les sondages, attendue par 70 ou 80% de nos concitoyens qui voulaient pouvoir se rendre à leur travail, en revenir, aller chez le médecin ou récupérer à temps les enfants à l'école. Pas moins de 15 propositions de loi déposées sur le bureau de l'une ou l'autre des assemblées avaient été consacrées à ce sujet au cours des 20 dernières années. Le président de la République a voulu concrétiser très vite un engagement fort de sa campagne électorale, ce dès l'été 2007. Mais c'est une loi sur le dialogue social dans les transports terrestres de voyageurs que nous avons votée, considérant que c'était le seul moyen d'apporter une réponse concrète et pragmatique à cette préoccupation majeure. Il n'a jamais été question de remettre en cause le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, mais de l'aménager afin de pouvoir trouver un point d'équilibre avec d'autres droits tout aussi légitimes mais souvent oubliés, la continuité d'accès aux services publics, la liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté du travail. Avec un droit de grève large, une continuité de services publics très partiellement garantie, un dialogue social limité, la France faisait figure d'exception au sein de l'Union européenne, où la moitié des États membres a déjà instauré un service minimum pour les services essentiels. C'est le cas de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne ou de la Grèce. Pour l'autre moitié, soit il n'y a pas de culture des conflits importants comme en Suède, en Finlande ou en Allemagne, ou parce que le droit de grève est strictement encadré, comme en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, excusez-moi. Sans mettre en place une véritable obligation de service minimum, qui aurait pu être censurée par le Conseil constitutionnel, la loi du 21 août 2007 a institué des règles pour favoriser le dialogue social et permettre une meilleure organisation des services de transport public, en garantissant aux usagers un service certes réduit, mais prévisible en cas de grève ou de fortes perturbations. La loi a aussi eu le mérite d'être mise en œuvre très rapidement, puisque débattue pendant l'été 2007, elle s'est appliquée 6 mois après. Plus de 30 mois après l'adoption de la loi et 2 ans de sa mise en œuvre, je pense que maintenant nous disposons suffisamment de recul pour pouvoir en dresser un bilan. Ma demande, formulée bien avant les grèves de décembre, n'a donc rien de conjoncturel, mais elle prouve bien l'actualité permanente de cette question. Première priorité de la loi, le dialogue social. L'accord de branche prévoyant la mise en œuvre d'une procédure de prévention des conflits s'applique bien aux entreprises de transport public urbain, malheureusement. S'agissant des transports interurbains, notamment scolaires, il n'a pas été possible d'obtenir un accord et c'est un décret qui a donc dû être promulgué. Il s'agissait d'adopter des règles d'organisation et de déroulement des négociations afin d'éviter qu'un différend aboutisse à un conflit. Et comme le soulignait le rapport Mandel-Kern en 2004, que j'avais à l'époque beaucoup cité, la bonne grève est celle qui n'a pas lieu parce que le dialogue l'a prévenue. La loi a-t-elle permis d'éviter des grèves? Il semble que ce soit le cas si l'on analyse les chiffres figurant au rapport remis au Parlement en octobre 2008. À la RATP, le recours au dispositif de prévention des conflits s'est concrétisé par une augmentation du nombre d'alarmes sociales de 25% au cours du premier semestre par rapport à la moyenne des 5 années précédentes.
91% de ces alarmes n'ont pas été suivies par un préavis de grève. Le nombre de préavis a été 4 fois moins élevé qu'au cours des 5 dernières années. À la SNCF, tous les préavis doivent maintenant être précédés d'une demande de concertation immédiate. Il y a à peu près 3 fois plus de ces demandes en 2008, il y a eu, qu'en 2007. Leur nombre a quant à lui baissé de 30% et 1 sur 2 n'a pas occasionné de perturbations pour la clientèle. Le dispositif mis en œuvre par la loi semble donc avoir un effet positif sur la conflictualité et vous nous donnerez sans doute, Monsieur le Ministre, des chiffres plus récents concernant 2009 puisque nous ne les avons pas. Je m'en réjouis car la négociation doit précéder l'action et non l'inverse. Et la grève n'est plus une fatalité grâce à cette loi. Mais les grèves demeurent celles dont on parle parce qu'elles nous touchent, nous les usagers, absolument étrangers à un conflit souvent interne qui nous prend à témoin et nous prend en otage. En cas d'échec de la procédure de prévention des conflits, la loi prévoyait les modalités d'organisation de la continuité du service. La déclaration préalable et individuelle, 48 heures à l'avance, de l'intention de participer à une grève qui s'applique au personnel indispensable à l'exécution du service est la pierre angulaire du dispositif. Cette mesure permet de connaître précisément le personnel gréviste et de réaffecter les non-grévistes sur les lignes prioritaires. C'est elle qui permet à l'entreprise d'informer à l'avance les usagers sur les horaires de passage. À défaut d'avoir tout leur métro, train ou autobus, les Français ne devraient plus attendre sur un quai ou un trottoir un hypothétique moyen de transport, d'autant que la loi prévoyait des plans de transport adaptés à l'importance de la grève. À la SNCF, les plans de transport au niveau national sont approuvés par l'État, au niveau régional par les régions et en Île-de-France par le STIF. Ainsi, dans cette région, le plan de transport adapté transilien prend pour référence des périodes de pointe 6h, 9h, 17h, 20h et prévoit le même niveau d'offre dans toutes les gares. 3 niveaux de service sont prévus, 60, 50, 33% de l'offre de référence. Et il s'agit à minima d'assurer un aller-retour dans la journée. Je regrette que seulement 7 régions, en octobre 2008, aient intégré un tel plan dans leur convention. 10 autres n'avaient pas validé les plans, ce qui a conduit les préfets de région à se substituer à elles. Le désengagement des régions, souvent de gauche, puisqu'il y en a très peu de droite, à l'égard d'un système qui doit faciliter le quotidien des habitants sans remettre en question le droit de grève est, pour moi, vraiment incompréhensible. J'espère que les nouvelles assemblées régionales de mars 2010, quelle qu'en soit la couleur, se préoccuperont davantage des transports de leurs concitoyens. Le député Hervé Mariton, dans son rapport sur l'application de cette loi, constate que lors des deux grandes grèves, les niveaux de service annoncés ont été globalement satisfaits. Le 22 mai 2008, journée de grève nationale sur les retraites, la SNCF a assuré un service annoncé et 54% des usagers ont estimé que le service avait été de meilleure qualité que les autres jours de grève. Le numéro vert national que la SNCF propose pendant ces jours a reçu en moyenne plus de 26 000 appels et les numéros régionaux près de 10 000. Lors de la grève interprofessionnelle du 29 janvier 2009, la SNCF a maintenu un niveau de service supérieur à ce qu'elle s'était engagée à garantir. L'information des usagers, à laquelle j'attache énormément d'importance, s'est mise en place avant le démarrage de la grève par des moyens diversifiés, tracts, informations en gare, sites internet, médias. Lorsque l'on connaît les difficultés de communication de la SNCF, on mesure mieux l'intérêt d'avoir rendu obligatoire l'information en cas de grève. J'ajoute que lors de la grève récente du mois dernier du RER A, qui fut la plus longue grève de transport depuis 1995, alors que celle-ci était très suivie à 90-95%, je crois. Un train sur 2 a été maintenu aux heures de pointe, selon le créneau horaire défini par le STIF. Affirmer que la loi a prouvé son efficacité à travers ces exemples va choquer les usagers qui ont attendu dans le froid quasi polaire des RER dans lequel ils ne pouvaient parfois ne pas rentrer, mais c'est aussi prouver qu'après 2 ans d'application, il faut aller plus loin et tracer de nouvelles perspectives, tant dans le terrestre que dans l'aérien et le maritime.
Dans le transport terrestre de voyageurs, la loi que les journalistes appellent à tort service minimum et moi que j'appelle comme d'autres service garanti minimum est adaptée au nombre de grévistes. Elle n'empêche pas les grèves dites pudiquement émotionnelles, déclenchées de manière spontanée, généralement en réaction à l'agression d'un agent. Il y a un an, c'est un anniversaire, le 13 janvier 2009, à la gare Saint-Lazare, celle-ci a été fermée suite à l'agression d'un conducteur survenu le jour précédent. Si l'on peut comprendre l'émotion légitime des salariés lorsqu'un de leurs collègues est victime de violences aussi inacceptables qu'incompréhensibles, la grève est tout aussi inacceptable et incompréhensible pour les voyageurs surpris en cours de journée qui ne peuvent rentrer chez eux. Je n'oublie pas non plus ces mouvements de solidarité parfois poussés à l'extrême. Un agent agressé, supposons dans un bus au sud de Paris, peut provoquer un arrêt de travail sur des lignes au nord ou à l'est. Sans oublier non plus cette grève du RER B à la suite d'une fausse agression sur un agent qui a bloqué les voyageurs plusieurs jours à faire rater leurs avions à des centaines de passagers. Pour cet an 3 de la loi, Monsieur le ministre, je pense que le gouvernement devrait inciter les entreprises à élaborer avec les organisations syndicales une procédure applicable dans de telles circonstances afin d'apporter une réponse appropriée et proportionnée à l'agression sans entraîner une paralysie d'une partie importante du trafic. Le non-respect de cette procédure devrait pouvoir être sanctionné par l'application de pénalités financières aux salariés qui se mettent en grève en dehors de tout cadre légal et conventionnel, et que soit imposé aussi un délai de 48 heures, hormis pour les personnes directement concernées par ce droit de retrait. Je suggère aussi que de nouvelles négociations soient entamées pour prendre en compte les conditions climatiques extrêmes lors des grèves. Est-il acceptable en dessous de 0 de mettre en jeu la santé des usagers? Dans le secteur ferroviaire, le problème auquel la loi n'a pas répondu est celui des arrêts de travail à répétition, effectués le plus souvent au moment de la prise de service et dont la durée n'atteint jamais 1 heure. Je laisserai mon collègue Hugues Portelli évoquer la proposition de loi qu'il a déposée au début de l'année 2009, je présume en tout cas qu'il va l'évoquer, mais je pense que Monsieur le ministre nous fera savoir si la SNCF a élaboré une parade pour réduire l'impact de ces arrêts de travail très perturbateurs sur le trafic et sur les usagers. Dernière limite de la loi, elle ne permet pas de garantir un service minimum en cas de grève massive de personnel. Pour y parvenir, il faudrait prévoir un véritable droit de réquisition, comme à l'hôpital, solution qui aurait été difficile à mettre en œuvre. Alors, moi je suggère une autre piste, comme par exemple l'obligation pour l'entreprise de transport d'assurer un service minimal de substitution dans le cas où un conflit social se prolongerait plus de 5 jours et perturberait le trafic. Ainsi, dans les cas récents de grève de la RATP ou de la SNCF en région parisienne ou à Toulouse ou à Lyon, les transporteurs auraient pu louer des autocars et amener jusqu'aux gares ou jusqu'aux portes des villes les usagers. Vous nous direz donc, Monsieur le Ministre, si l'horizon des usagers des transports collectifs peut s'éclaircir grâce à la concertation, ou si vous préférez laisser aux parlementaires la voie libre à notre imagination que vous avez pu mesurer, pour faire avancer la loi sur le service minimum garanti. Car à un moment où nous nous préoccupons de développement durable, il faudrait peut-être aussi inventer des mesures dissuasives qui soient fondées sur la pollution qu'engendrent ces grèves de transport collectif. Un autre sujet me tient à cœur, c'est l'extension du dispositif de dialogue social, d'alerte et d'information, je dis bien dialogue social, alerte, information, au transport maritime et aérien. Lors du débat de 2007, plusieurs de nos collègues avaient souligné que la desserte de certaines îles pouvait être interrompue en cas de conflit social. Ils avaient souhaité que la loi soit étendue aux liaisons maritimes. À l'époque, le gouvernement avait répondu qu'il n'était pas possible de légiférer sur ce sujet avant d'avoir procédé à une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés et vérifier l'efficacité du dispositif mis en place. Le gouvernement a eu plus de 2 ans.
Le Parlement, sur mon insistance et contre l'avis du gouvernement, certes, avait exigé qu'un rapport sur l'opportunité d'étendre le service minimum aux autres modes de transport public de voyageurs soit remis avant le 1er mars 2008, près de 2 ans après l'échéance prévue. Le rapport ne nous avait toujours pas été remis et ce n'est pas faute de l'avoir réclamé, vous pouvez me faire confiance. Estimant que la loi a amélioré la situation, faute de réponse gouvernementale, j'ai pris l'initiative de déposer en juin 2009 une proposition de loi, désormais co-signée à ce jour par plus de 50 sénateurs, dont le président du groupe UMP, Gérard Longuet, qui vise à étendre au transport maritime et aérien le dispositif applicable au transport terrestre, c'est-à-dire le dialogue social obligatoire, le préavis de grève, la déclaration de 48 heures à l'avance et l'information des passagers, auxquels je tiens beaucoup. Miracle du débat, nous avons enfin reçu hier ce rapport. Vous comprendrez que pour moi c'est un peu difficile, dans ce court délai, de l'analyser en détail, puisqu'il fait 30 pages, qu'il se fonde sur des arguments juridiques complexes. Alors que je réclame ce rapport depuis 1 an et demi, j'apprécie peu de le découvrir au dernier moment. Alors, en le parcourant rapidement, j'ai cru comprendre, mais je dis bien j'ai cru comprendre, je ne suis pas une juriste comme dans vos cabinets, qu'il explique que la loi serait inutile dans le maritime, faute de conflit, et difficilement applicable dans l'aérien pour diverses raisons. Multiplicité des personnels intervenant dans les conventions collectives et donc des partenaires sociaux, mais aussi existence d'une concurrence qui ferait échec à la notion de service public. S'agissant du maritime, le rapport dit, je cite, « La situation actuelle montre que les années 2008-2009 n'ont connu dans l'ensemble que des perturbations limitées du service public de transport maritime de voyageurs. Seule la Corse a été affectée de mouvements sociaux conduisant à des arrêts prolongés de trafic. » Est-ce une raison pour moi de ne pas mettre en œuvre la loi parce qu'il n'y a pas de conflit, ou peu de conflits, ou dans un certain secteur? Je pense toujours, et je le répète, qu'il est préférable de prévenir les conflits par une procédure de dialogue organisée au préalable. S'agissant de l'aérien, ce secteur, selon le rapport et ce que j'ai compris, ne relèverait pas des obligations de service public pour cause de libéralisation des liaisons intracommunautaires et la loi ne pourrait s'appliquer, je cite, qu'aux liaisons sous obligation de service public et celles assurant la continuité territoriale avec l'outre-mer. Eh bien, faisons-le déjà pour ces destinations. Je rappelle que cette idée d'extension a non seulement été votée dans la loi d'août 2007, mais elle a été reprise par un secrétaire d'État au transport qui s'appelle Dominique Bussereau, qui, fin 2007, lors d'une grève à Air France, avait suggéré de mettre en place un meilleur système d'alerte sociale et indiqué que le gouvernement étudierait la possibilité d'étendre l'obligation de se déclarer gréviste 48 heures avant le déclenchement d'un conflit. J'ai toujours les coupures de presse. S'agissant des dispositions communautaires qui feraient échec à l'application de la notion de service public, je ferai les remarques suivantes. D'abord, rien n'empêche un État d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers si ces liaisons sont vitales, ce que disent les directives. Or, il me semble que plusieurs villes en France ne connaissent pas de concurrence dans l'aérien, ne sont pas desservies par les trains rapides. Cette obligation de service public pourrait donc les concerner. Ensuite, en appliquant le raisonnement de votre rapport sur l'aérien, on peut légitimement s'interroger sur l'impact qu'aura l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. La réglementation du droit de grève, qui a été introduite dans la loi sur le service minimum garanti, a été en effet justifiée par la nécessité d'assurer la continuité du service public. Mais alors, si l'exploitation de certaines lignes ferroviaires est dorénavant assurée dans une logique purement commerciale, est-ce dire que la réglementation de la grève et du service minimum perd sa légitimité dans les services ferroviaires? Je vous interroge sur cette ambiguïté. En conclusion, il me semble que la loi de 2007 a marqué une réelle avancée. Les partisans du statu quo qui nous avaient expliqué qu'elle créerait plus de difficultés qu'elle n'en résoudrait ou qu'elle serait inapplicable ont été démentis par les faits. La loi est correctement appliquée, les salariés ont compris la justification, les usagers en apprécient les avantages qu'ils jugent cependant encore limités.
Des progrès sont non seulement possibles, mais aussi souhaitables si on a le souci d'améliorer la situation des usagers, ce qui est mon cas et ma préoccupation. Comme les déboires de l'Eurostar l'ont montré récemment, il arrive encore que des passagers restent bloqués dans un train pendant des heures, en étant peu informés de ce qui va arriver et sans même recevoir un verre d'eau. Pourquoi le principe de précaution ne s'imposerait-il pas aux transporteurs en exigeant qu'ils aient toujours suffisamment d'eau pour les passagers en cas de retard important? Il y a des personnes âgées, il y a des enfants, et il n'y a aucun moyen. Si le dialogue social doit être l'outil privilégié pour réaliser ces nouvelles avancées, le Parlement ne peut pas, a priori, écarter d'éventuelles mesures législatives pour inciter les uns et les autres à l'action dans les autres secteurs du transport si des négociations ne sont pas entamées. Nos concitoyens ne comprendraient pas que l'on refuse d'étendre le service minimum garanti alors qu'il fait quand même, à mon avis, ses preuves. Je ne nie pas qu'il y ait sans doute des difficultés juridiques, mais après tout, c'est nous les législateurs, et j'estime que c'est à nous de faire la loi et de faire évoluer le droit. Je souhaite donc que le débat de ce soir nous permette à la fois d'effectuer un bilan, de dégager des nouvelles pistes pour l'avenir et d'essayer enfin de préserver la liberté de chacun de circuler et de travailler, ce qui me semble un peu oublié. Et j'aimerais bien que la solution pour régler ces problèmes ne soit pas que technique, comme par exemple multiplier les métros entièrement automatiques. Bravo. Parce qu'on vous fait confiance. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Raymonde Le Texier, s'il vous plaît, Madame. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, élue dans le Val d'Oise, je suis entourée de personnes dans le RER A et le moyen de transport quotidien pour venir travailler à Paris. Et s'il est vrai que la grève récente leur a posé bien des problèmes, leur exaspération avait cependant d'autres sources. Ce n'est pas l'exigence d'un service minimum en cas de grève qu'il faisait remonter, mais la médiocre qualité du service au quotidien. Aujourd'hui, les désagréments et les retards les plus courants subis par des usagers ne sont pas dus à des grèves, mais à des dysfonctionnements techniques, des suppressions de trains, des matériels à bout de souffle et des infrastructures surchargées. C'est le sous-investissement dans l'entretien des réseaux et du matériel qui pose problème. La question de fond n'a rien à voir avec l'instauration d'un service minimum. Elle pose le problème des moyens dégagés par l'État et les entreprises de transport pour faire fonctionner dans de bonnes conditions les transports publics terrestres de voyageurs. Ce sont donc, une fois de plus, les priorités budgétaires du gouvernement qui sont au cœur du problème. Faute d'investissement de l'État depuis des années, la région a hérité en 2006 d'un réseau arrivé à saturation et incapable de répondre à la demande croissante. Elle a lancé un programme de renouvellement des matériels et d'ouverture, de renforcement ou de prolongation de nouvelles lignes qu'elle assume seule, sans aucun soutien de l'État. Le gouvernement a refusé, en 2006, d'aider la région à renouveler le matériel roulant afin de transférer un outil sain. Son objectif se réduisant à se débarrasser de charges lourdes et de problèmes de gestion à court terme. Dans le même ordre d'idées, rappelons aussi qu'il n'a pas tenu les engagements du contrat signé entre l'État et la région, bloquant ainsi plusieurs projets de transport. Rappelons également que l'État a refusé de s'associer à la réalisation du plan de modernisation des transports en Île-de-France, alors qu'il ne lui était pas demandé de financement supplémentaire, mais l'attribution de ressources nouvelles, comme par exemple l'augmentation du versement transport, taxe payée par les entreprises, le reversement du FARIF ou le produit de la taxation des plus-values foncières ou immobilières. Rappelons toujours que la décision du gouvernement de transférer l'intégralité du patrimoine du STIF à la RATP laisse le STIF sans aucun actif, donc sans patrimoine propre lui permettant d'emprunter. Un vrai coup porté à la capacité d'investir pour l'avenir. Et pendant que la région lutte pour faire face aux besoins du présent et anticiper l'avenir, l'État se lance dans des projets pharaoniques.
La ligne de métro prévue dans le cadre du Grand Paris coûtera 21 milliards aux contribuables. Une somme qui permettrait de résoudre les problèmes actuels de transport ferroviaire en Île-de-France et de financer de nouveaux projets. Et le gouvernement exclut les collectivités locales et les usagers du choix du tracé, privilégie un aménagement qui ne répond en rien aux besoins quotidiens des usagers actuels et met en place un système de transport à 2 vitesses. D'un côté, un réseau à destination des populations qui, faute de moyens, continue à se dégrader, et de l'autre, un TGV urbain destiné à une clientèle de privilégiés. Cerise sur le gâteau, ces 21 milliards ne sont bien sûr pas financés. Les collectivités locales devront donc en prendre à leur charge une grande partie, l'État refusant de les associer aux prises de décision, mais n'ayant aucun scrupule à siphonner leurs moyens. On le voit bien, réduire la problématique des transports à la seule question de la mise en place d'un service minimum relève de l'imposture. Le débat sur le service minimum vise surtout à susciter la polémique sur l'exercice du droit de grève pour mieux éviter tout débat sur l'organisation du transport ferroviaire en Île-de-France. En outre, la notion de service minimum, qui dans les faits se réduit à un service restreint, permet surtout aux entreprises de transport, ici la RATP et la SNCF, de s'exonérer de tout remboursement du titre de transport ou de mise en place de diminution des tarifs pour non-services rendus. Voilà pourquoi, malgré la demande insistante du président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, aucune modification tarifaire prenant en compte la gêne considérable subie par les usagers n'est intervenue après la grève du RER A. C'est encourager là l'irresponsabilité de l'entreprise. On peut même se demander si cette irresponsabilité organisée de l'entreprise ne sert pas des manœuvres politiciennes. Alors que les élections régionales se profilent, quelle aubaine pour les ministres candidats de critiquer la gestion de la crise par le président de région, alors que, comme l'écrit dans son rapport de février 2009 le député UMP Hervé Mariton, la vitalité du dialogue social est à l'évidence du ressort du management de la SNCF. On ne saurait être plus clair. C'est également la précision qu'ont voulu apporter l'ensemble des présidents de région au moment de l'instauration du service dit minimum. Je les cite. La gestion du service de transport relève des entreprises de transport, de même que ces entreprises sont seules responsables du dialogue social avec leurs salariés. Rendre les élus responsables des conséquences fâcheuses pour les usagers du mauvais climat social susceptible de régner dans des entreprises de transport sans leur donner le pouvoir d'intervenir dans leur management est une aberration. La contrepartie de la liberté d'action de l'entreprise doit être sa responsabilité. Dans le cas de la grève du RER A de décembre, on tient le parfait contre-exemple. Les critiques des ministres candidats sont non seulement injustes, mais elles témoignent au mieux de l'ignorance des sujets sur lesquels ils s'expriment, au pire, d'une criante malhonnêteté intellectuelle, à moins qu'ils n'unissent les deux dans un électoralisme sans commentaire supplémentaire. Leur mise en cause est d'autant plus dérisoire que l'instauration d'un véritable service minimum vise à assurer une circulation quasi normale aux heures de pointe dans les grandes agglomérations. Or, pour que cela soit possible, il faut que 70 à 75% des agents soient présents. Autrement dit, que la grève soit un échec. Il se trouve que si la grève échoue, le service est de fait assuré et le problème ne se pose plus. Une fois de plus, la loi et le discours sur le service minimum se résument à une parole aussi incantatoire qu'inopérante. Pour les usagers, en plus des difficultés rencontrées, le sentiment d'avoir été manipulé par un gouvernement qui leur vend des engagements qu'il sait pertinemment ne pouvoir tenir devient détestable. Alors, pour ne pas avoir à assumer les effets désastreux de lois inefficaces et impossibles à mettre en œuvre, la droite se met en quête de boucs émissaires. Ce seront donc les collectivités territoriales, en tant qu'autorités organisatrices de transport, qui seront désignées alors qu'elles n'ont pas la maîtrise de la situation, puisque l'issue finale dépendra du nombre de grévistes de l'entreprise de transport.
À moins de donner aux collectivités locales l'autorité directe sur ces entreprises, les ministres candidats et leurs coachs présidentiels devraient, par respect pour les usagers, cesser d'instrumentaliser des situations douloureuses pour servir des causes douteuses. C'est également l'avis du Bureau international du travail. Celui-ci a déclaré la loi non conforme à la Convention numéro 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Selon le BIT, la fixation d'un service minimum négocié devrait être limitée aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soit assurée, car elle limite l'un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Fin de citation du BIT. Le BIT soulignait que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service minimum, comme les employeurs et les pouvoirs publics. En conséquence, le BIT demandait au gouvernement français d'amender la loi dans ce sens. Mais comme cette loi n'avait vocation qu'à faire du buzz et non à instaurer un véritable dialogue au sein de l'entreprise ou à accorder une place au dialogue entreprise-usager, gageons que les recommandations du BIT n'intégreront pas rapidement la liste des urgences gouvernementales. Aujourd'hui, la grève du RER A est terminée. Pourtant, les désagréments continuent pour les usagers. Temps de déplacement rallongé, retard et suppression des trains, panne, arriver à l'heure au travail, sans prévoir des marges allant de 30 à 45 minutes pour des trajets d'environ 3 heures aller-retour est encore risqué. Les problèmes de fond, d'infrastructure, d'équipement, de conditions de travail, de salaire, de sécurité et surtout d'ouverture à la concurrence et de qualité du management dans le contexte libéral d'ouverture à la concurrence sont toujours là. Le service minimum, dans ces conditions, n'est qu'un rideau de fumée. Il consiste à prétendre que les difficultés rencontrées par les usagers sont le fait de salariés irresponsables et privilégiés. Il permet surtout au gouvernement et à l'entreprise de s'exonérer de ses responsabilités et de ne pas agir sur l'état du réseau, son entretien et sa mise en sécurité. Vous le voyez, mes chers collègues, le groupe socialiste n'est pas vraiment dupe de telles manœuvres, mais aucun de vous non plus, n'est-ce pas? Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, chers collègues. La parole est au président Yvon Collin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, peu de temps après la dernière élection présidentielle, le Parlement a adopté le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Cette loi devait poursuivre deux objectifs. D'une part, prévenir le plus efficacement possible les conflits sociaux dans les transports terrestres et ferroviaires par le dialogue social, et d'autre part, de garantir en cas de grève un service réduit mais connu par avance des usagers en répondant à leurs besoins prioritaires. Ce texte a tenté de trouver un équilibre entre plusieurs principes, dont la liberté d'aller et venir, l'accès aux services publics et le respect du droit de grève. Ce texte a vocation à tenir compte du droit élémentaire de contester des conditions de travail sans porter atteinte au droit de nos concitoyens de pouvoir circuler librement et sans entrave majeure. Pour cela, il vise à assurer la continuité du service public, essentiel pour les déplacements quotidiens. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, arrive l'heure du bilan. Selon l'ensemble des entreprises concernées, notamment la SNCF et la RATP, la loi a eu un impact plutôt positif sur le dialogue social. Elle a en premier lieu renforcé les acquis des accords préalablement conclus entre les partenaires sociaux au sein des deux entreprises et en second lieu, elle a eu un impact globalement positif sur le service assuré aux usagers,
Je me permettrai de souligner à ce propos, Monsieur le Ministre, que dans certaines interconnexions de la région parisienne, le service est parfois et paradoxalement mieux assuré en période de grève où les trains de réserve sont à l'heure qu'en période normale où il devient de plus en plus difficile de prendre un train qui soit conforme aux horaires indiqués. Le nombre de journées perdues à la SNCF pour raison de grève est au plus bas depuis 4 ans. À la RATP en 2008, sur 3051 agents tenus de faire part de leurs intentions de faire grève, seuls 63 n'ont pas respecté la loi. Ces données sont encourageantes, mais il ne faudrait pas sous-estimer les différences d'application de la loi entre les collectivités et plus largement entre les territoires. Le bilan globalement positif, selon la formule consacrée, ne signifie pas que tout aille bien. Certaines limites de la loi sont inhérentes au droit de grève, droit garanti par notre Constitution, et qu'il s'agit, bien entendu, en aucun cas et en aucune façon de remettre en cause. Par exemple, en cas de grève massive d'une catégorie de personnel, aucun service ne peut plus être assuré. Et pour cela, il faudrait faire appel au droit de réquisition qui, nous le savons, n'entre pas dans les prérogatives dévolues au pouvoir public par la loi de 2007. En outre, la loi ne prévoit aucun dispositif dans le cas des grèves illégales et n'a pas non plus pour ambition de régler les questions liées à des insuffisances d'investissement dont on le sait, Monsieur le Ministre, qu'elles sont la principale cause de la vétusté des infrastructures et du matériel roulant. À cause de ces insuffisances, les voyageurs se retrouvent soumis malgré eux aux caprices du temps. Chaque saison est cause de retard, voire d'annulation de trafic. L'hiver, nos matériels ne résistent pas au froid et l'été à la canicule. Ce débat montre bien qu'en dehors des questions d'organisation et de fonctionnement, apparaît une fois de plus le problème récurrent de la capacité des entreprises publiques à financer l'investissement, mais aussi l'innovation. C'est aussi en partie de la responsabilité de l'État, il faut le dire. Et je tiens à cet égard à souligner que si les services des TER, des trains express régionaux ou du Transilien en Île-de-France sont perturbés, ralentis, voire arrêtés sur certaines lignes, la raison en est le plus souvent due à l'état du réseau, dont l'audit réalisé en 2005 avait révélé que 500 millions d'euros supplémentaires par an étaient nécessaires pour le régénérer. Or, pour développer un service de qualité en matière de transport, les collectivités territoriales, qui financent, il faut quand même l'ajouter, le rappeler, 80% du système, sont déjà très largement mises à contribution. Aujourd'hui, les régions sont même amenées à se substituer à l'État pour entretenir le réseau ferré national. Et à ce sujet, soulignons que la région Midi-Pyrénées n'est pas en reste et d'ailleurs sur ce point elle est même en pointe. Enfin, se pose aussi la question des détournements de la loi, notamment par le biais des grèves de courte durée. Celles-ci ne cessent de se multiplier. Nous l'avons vu récemment lors d'événements qui ont été rappelés en gare de Saint-Lazare et qui rendent difficile, voire impossible, la prévisibilité du trafic lorsqu'il y a alternance de grèves de 24 heures et de grèves de courte durée. Pour améliorer les dispositifs adoptés en 2007, je ne pense pas que recourir à une nouvelle loi soit la meilleure des solutions. Le dialogue entre les parties avait déjà porté ses fruits et doit être poursuivi. Monsieur le Ministre, si vous êtes attaché comme moi à la continuité du service public, du service collectif, il est urgent que vous donniez aux entreprises publiques les moyens de financer, de régénérer les réseaux ferrés et de mettre à disposition des voyageurs des équipements en bon état de marche, ce qui évitera bien des perturbations puisque la plupart d'entre elles, je le répète, sont liées à l'obsolescence des voies et des matériels. Depuis 20 ans, la société française a beaucoup évolué et les usagers des services publics de transport sont devenus de plus en plus des clients. Ils attendent la même qualité de service que celle qu'ils exigent d'une entreprise privée, sachant par ailleurs qu'ils financent les entreprises par l'impôt, ils n'en sont de ce fait que plus exigeants. Le sentiment de dépendance et d'incertitude face aux incidents et mauvaises informations entraîne des critiques souvent vives envers les entreprises de transport public. Enfin, grâce au rôle majeur confié aux autorités organisatrices, c'est-à-dire aux collectivités locales, les décisions doivent être davantage prises plus près des citoyens et sous leur contrôle. Un dialogue le plus franc doit être entamé avec les organismes syndicaux qui comprennent, je crois, la nécessité de participer aux transformations de la société. Dans le secteur des transports, je ne doute pas que cela renforcera la représentativité au sein des salariés. Les cas sont également des citoyens et des usagers des services publics. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout débat sur le service minimum dans les transports qui commencerait
en opposant entre elles les deux catégories que sont les salariés et les usagers, serait voué, me semble-t-il, à l'échec. Il est aujourd'hui évident que la loi sur le service minimum dans le transport ne règle pas tout, loin s'en faut. Aussi, avant même de reprendre ce chantier, de revoir le dispositif en vigueur, faire preuve de sagesse et de mesure est un préalable qui me semble essentiel. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Hugues Portelli. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord commencer ma petite intervention par deux excellentes citations, dont l'une de vous, et une autre de votre collègue Monsieur Woerth, ministre du Budget, mais aussi de la fonction publique, qui ont été prononcées à l'occasion de l'une des plus belles grèves des transports de ces derniers temps. Vous aviez dit vous-même, à propos d'une grève particulièrement bien suivie, je cite, « Il y a en effet un problème. C'est que la loi sur le service minimum ne fonctionne pas lorsque tout le monde est en grève. » Voilà. Et j'ajouterai une autre citation de M. Woerth, un peu plus précise et qui me convient bien. Le service minimum a très bien fonctionné jusqu'à présent, notamment la SNCF. Maintenant, quand il y a un conflit de cette nature, le dernier, et quand tous les conducteurs sont en grève, il est difficile de l'appliquer car il n'y a pas de réquisition. Voilà, tout est dit. Alors, Madame Procaccia a très bien expliqué ce qu'était le sens de la loi du 21 août 2007, qui était une loi sur le service garanti en cas de grève, et non pas une loi sur le service minimum, puisque vous nous avez demandé instamment, nous avons été 80 ici à voter malgré tout la demande d'un vrai service minimum, mais le gouvernement à l'époque, c'était pas vous, c'était Monsieur Bertrand, nous avait dit non, je ne veux pas entendre parler de service minimum. C'était clair, il nous l'avait dit. Hein. Donc, c'était pas une loi sur le service minimum, on nous avait demandé de ne pas en voter une, on nous avait demandé de voter une loi sur le dialogue social dans les transports publics terrestres. Donc on avait restreint, et il en est sorti cette loi. Alors qu'est-ce qu'elle a donné cette loi? Alors, je vous rappelle les deux premiers volets de la loi, c'était d'une part l'obligation donc de la négociation préalable avant tout dépôt de préavis de grève, et puis le deuxième aspect, c'était la mise en œuvre d'un service garanti en cas de grève ou de perturbation prévisible des transports publics. Mais la loi n'avait pas retenu une définition uniforme du service minimum. Elle avait laissé les autorités organisatrices des transports, ces autorités, donc le soin de définir les dessertes prioritaires en fonction des spécificités locales. Et le texte prévoyait par ailleurs l'obligation pour les salariés de déclarer 2 jours avant le début de la grève s'ils entendaient participer ou non à la dite grève. Et il prévoyait éventuellement, après 8 jours de grève, la consultation des salariés à bulletin secret sur la poursuite de celle-ci, soit à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale représentative. Alors qu'est-ce qu'il en a été de ces deux premiers volets? Donc on parle du troisième sur l'information et l'indemnisation des usagers. Et écoutez, le problème essentiellement c'est celui du dialogue social. Et moi personnellement et pas mal de mes collègues nous posons des questions à propos de la notion de dialogue social à la SNCF ou à la RATP. Quel dialogue social peut-il y avoir lorsque la représentation syndicale est balkanisée en de multiples organisations qui sont divisées en permanence, soit par des raisons idéologiques, soit par des oppositions catégorielles entre les conducteurs, les contrôleurs, etc. Quel dialogue social peut-il y avoir lorsque certains responsables syndicaux avouent benoîtement que la prolongation de la grève récente du RER A était en partie motivée par la surenchère syndicale à la veille d'élections professionnelles? Quel dialogue social peut-il y avoir lorsqu'une partie des suppressions ou des retards de train en dehors de tout mouvement social déclaré, collectif, est dû, selon la formule que nous entendons de plus en plus souvent quand on attend tranquillement sur les quais un train hypothétique pour arriver, est dû, je cite, à des équipages non complets, comme si on était dans un avion. Hein. Et c'est-à-dire que tout simplement, il y a une partie du personnel qui ne s'est pas rendu au travail à l'heure prévue. Voilà, c'est ça. Donc là, ce n'est pas la grève ou le dialogue social, c'est une partie du personnel qui ne travaille pas. Et cela de façon perlée et régulière. Quel dialogue social peut-il y avoir s'il n'y a pas de bonne foi réciproque de part et d'autre? Il faut que cette bonne foi soit partagée. Lorsque, par exemple, la grève de la gare Saint-Lazare a montré que le droit de grève pouvait être manipulé en jouant sur le calcul horaire de l'arrêt de travail, il est évident que là, on se trouve dans un cas de non-respect du principe de bonne foi élémentaire. Alors vous savez, Monsieur le Ministre, que nous avons déposé à plusieurs ici, il y a pas mal de temps, une proposition de loi pour mettre fin aux grèves de 59 minutes.
moins, par un calcul différent de l'arrêt de travail. Et donc, nous voulons savoir si ce type de proposition de loi est susceptible un jour d'être regardé avec intérêt par le gouvernement dans le cadre du dialogue social entre lui-même et sa majorité parlementaire. Alors, j'attaque le troisième volet de la loi, qui porte sur l'information des usagers et le remboursement des titres de transport. Alors, je dois dire, de ce point de vue-là, l'information est assurée correctement. Encore que je vous dirais que dans ma gare, que je prends tous les jours, ça fait à peu près 1 mois et demi que les télévisions sont en panne et qu'on n'a toujours pas affiché les heures des trains qui passent et si les trains passeront effectivement un jour. Mais donc, correctement, c'est vrai, quand on prend les sites Internet, quand on va sur ABC des trains ou sur le site du Francilien, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Donc, la veille au soir, on va, en rentrant du travail, regarder les sites pour voir ce qui nous attend le lendemain matin. Par contre, en matière de remboursement, très franchement, je crois que la loi n'est pas appliquée. À mon souvenir, dans la région parisienne, elle a dû être appliquée une fois, une seule fois. Et elle a été appliquée pour un mouvement social qui était long, massif, etc. Mais quand vous avez un problème du type de celui que moi, il m'arrive tous les matins, c'est-à-dire que vous avez des trains supprimés ou des trains qui arrivent en retard, et que bien, vous êtes obligé de partir avec 3 trains d'avance pour être sûr d'arriver à temps dans votre amphi pour faire votre cours, ce n'est pas normal, ça. Bon, moi, je ne me plains pas, j'ai les moyens de me débrouiller. Mais le travailleur de base qui prend le train, qui n'a pas d'autre moyen de transport, qui sait que l'autoroute A15 ou la 115 est saturée à partir de 6h30 du matin, et qui est condamné, qui est captif, qui est obligé de prendre le transport collectif, et qui sait que maintenant les employeurs répugnent à prendre des salariés qui habitent dans le Val d'Oise parce qu'ils savent qu'il y a de bonnes chances qu'ils arrivent en retard à leur travail, eh bien, honnêtement, je vous dirais que ça, ce n'est pas indemnisable. C'est un vrai problème. C'est un problème qui fait que finalement, pas mal de gens dans ma région se disent « vaut mieux que j'aille habiter ailleurs parce que j'aurai plus de facilité pour trouver du travail que si je continue à fonctionner en utilisant des transports aussi dégradés ». Alors, moi j'en arrive au dernier point qui n'est pas dans la loi, mais qui, comme le disait tout à l'heure Catherine, prolonge un peu le débat qui est celui-là qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la question du dialogue social, c'est des grèves, mais c'est le reste. Moi, je partage en partie l'avis de Madame Le Texier sur le fait que les investissements sont insuffisants dans les transports collectifs, qui concernent l'immense majorité de la population. Et c'est vrai que nous sommes plus intéressés à avoir des trains de banlieue qui fonctionnent correctement que des lignes de TGV supplémentaires que ne prendront qu'une certaine catégorie de personnes. Donc, les investissements, pendant très longtemps, ont été insuffisants de la part de l'État. C'est vrai. Mais moi, j'ajouterais, Madame Le Texier, que ça continue aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que peut-être que la région, par exemple celle que je connais, Île-de-France, a commencé à investir, mais le problème, c'est que ces investissements, à mon humble avis, d'usagers, sont erronés. Un exemple. Quand on vous dit, dans quelque temps, vous allez avoir des bombardiers, quand vous savez que ces bombardiers, ils ont une caractéristique. Ils n'ont qu'un étage. Et que, en plus, au lieu de passer toutes les 7 minutes aux heures de pointe, ils passeront toutes les 14 minutes. Eh bien, vous aurez des trains plus petits qui passeront moins souvent. Est-ce qu'on va régler le problème du service public avec des trains de ce genre? Je réponds non, ça ne s'arrangera pas. On aura peut-être des trains qui tomberont moins souvent en panne, mais comme ils seront plus petits et qu'ils arriveront moins souvent, eh bien, le problème ne sera pas réglé. L'autre problème aussi qu'on a fréquemment sur les transports de ce genre, c'est tous les dysfonctionnements au quotidien. Un exemple, les sanctions du STIF. Quand le STIF sanctionne les trains qui arrivent en retard, que fait la SNCF? Eh bien, les trains ne s'arrêtent pas. Elle autorise les trains à ne pas s'arrêter en gare. Ce qui fait que le train arrive à l'heure à la gare du Nord ou à la gare Saint-Lazare. Mais évidemment, comme il n'a pas pris les voyageurs, le problème, c'est que le service public n'a pas fonctionné. Alors, si la solution pour faire arriver les trains à l'heure, c'est de ne pas prendre d'usagers, eh bien, c'est pas mal. Alors, si on cumule les propositions de certains de mes collègues qui sont de supprimer les conducteurs et celle du STIF qui est de supprimer les arrêts de train, eh bien, le jour où il n'y aura ni usagers ni conducteurs, je pense qu'en effet, le problème du service public des transports, en région Île-de-France en tout cas, sera réglé. Merci. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Mireille Schurch, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le service minimum est un serpent de mer brandi régulièrement comme une solution au dysfonctionnement des services publics, qu'il touche au transport ou à l'éducation nationale. Cela permet en effet pour ses pourfendeurs de faire habilement l'impasse sur les véritables maux
dont souffrent les services publics, c'est-à-dire le sous-financement chronique et le désengagement de l'État, tout en pointant du doigt les agents du secteur public, dont le statut est vécu comme une hérésie par votre gouvernement, Monsieur le Ministre. En préalable de ce débat, je souhaiterais donc formuler une simple préconisation. Méfions-nous des amalgames et gardons à l'esprit qu'une démocratie ne peut, sans se dénaturer, porter des atteintes disproportionnées au droit de grève, moyen d'exercice fondateur de toute citoyenneté. L'ordre du jour nous conduit, à la demande du groupe UMP, à faire le bilan de la loi sur le service minimum dans les transports. Il faut dire que l'actualité nous y invite au regard des grèves qui ont touché la ligne A du RER en Île-de-France en décembre. Ces mouvements sociaux ont participé à la démonstration de l'inefficacité de cette loi, et ce malgré les déclarations de Nicolas Sarkozy qui considère l'instauration du service minimum comme un succès personnel. Sur la forme, comment ne pas voir dans cette initiative du groupe UMP, à l'instar des déclarations de sa candidate en Île-de-France, une démarche politicienne alors même que la campagne des élections régionales bat son plein. En effet, la candidate Valérie Pécresse prend appui sur ce conflit, le conflit du RER, pour porter ses attaques contre la majorité sortante, accusant notamment le président Huchon de mettre de l'huile sur le feu et de parasiter les débats en demandant la nomination d'un médiateur. Mais c'est le comble de la démagogie, alors même qu'il s'agit simplement de l'application de l'article 6 de la loi de 2007, qualifié sur tous les bancs comme une avancée en termes de dialogue social, nomination d'un médiateur. Elle a également estimé, Madame Valérie Pécresse, sans d'autres formes de procès, qu'il aurait pu apporter un peu plus au service minimum en finançant, par exemple, des bus de nuit. Permettez-nous de lui rappeler qu'elle oublie un peu vite que la décentralisation de la compétence liée au transport de l'État aux régions s'est faite sans les moyens adéquats. Ainsi, vous ne pouvez, sans faire preuve de mauvaise foi, discréditer les efforts des autorités organisatrices que sont les régions, qui offrent au quotidien un service public de transport en commun de qualité. Elles ont investi des millions d'euros pour pallier au désengagement de l'État et garantir un véritable droit à la mobilité. C'est ainsi notamment que si la proportion des ralentissements sur les voies en termes de transport de voyageurs a été réduite, c'est quasi uniquement grâce aux investissements des régions, et la première d'entre elles, en effet, la région Midi-Pyrénées. De plus, il est étonnant de voir que vous qualifiez aujourd'hui cette loi du 21 août 2007 de loi relative au service minimum, alors même que lors de son adoption, elle portait quand même le nom de loi sur le dialogue social et continuité du service public des transports terrestres. Le choix des mots nous donne là aussi clairement une indication sur l'objectif profond dans l'instauration d'un service minimum, celui de limiter le droit de grève et non de porter l'exigence d'une modernisation du dialogue social. Nous craignons que ce débat, dont l'objectif affiché réside dans l'élaboration d'un bilan sur la loi 2007, ne serve au final de ballon d'essai pour tester la mise en œuvre de dispositions encore plus régressives sans autre considération. Pardon. Comme je viens de l'évoquer, les récentes grèves ont démontré l'inefficacité du dispositif adopté. À ce titre, je vous rappelle que les partenaires sociaux avaient unanimement rejeté ces dispositions et qu'ils continuent de penser que le dialogue social n'a pas connu de véritable amélioration. J'attends, Monsieur le Ministre, que vous me disiez le contraire. Je pense alors que le bilan engagé doit comporter un volet sur le dialogue social et non seulement porter sur le service minimum en tant que tel. Pour notre part, nous avions regretté le caractère polémique d'une telle loi qui ne rien ni en faveur du dialogue social ni concernant la continuité du service public. Ceci pour différentes raisons. Premièrement, l'impératif de continuité du service public ne peut se penser uniquement en temps de grève, et cela a été dit à plusieurs reprises par les orateurs précédents.
Or, pour les usagers, c'est tous les jours la galère. En effet, l'écrasante majorité des perturbations quotidiennes subies par les usagers est imputable non aux grèves, mais aux défaillances du matériel roulant, aux insuffisances des moyens humains, financiers et des capacités d'infrastructure qui provoquent des incidents, des accidents, la suppression de services, de dessertes, des retards. Bref, la loi ne répond à aucune de ces préoccupations. Deuxièmement, concernant le dialogue social, rien ne sert de traiter les conséquences de la conflictualité au sein des entreprises de transport si parallèlement rien n'est fait pour éviter les causes de ce conflit. Le service minimum s'apparente ainsi à un emplâtre sur une jambe de bois. D'une part, malgré la décision rendue par le Conseil constitutionnel, nous continuons de penser que les atteintes portées au droit de grève par cette loi sont disproportionnées et modifient l'essence même de ce droit. En effet, le droit de grève est un droit individuel qui s'exerce collectivement, ce que remet en cause l'article 5 de la loi d'août 2007. En effet, la déclaration individuelle de grève contribue à désolidariser les salariés en les rappelant à un lien hiérarchique. Ceci reste inacceptable et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime qu'il ne peut être imposé à un salarié d'indiquer à son employeur avant le déclenchement d'une grève qu'il participe au mouvement. D'autre part, nous considérons qu'imposer une négociation préalable de 8 jours, s'ajoutant aux 5 jours du préavis, revient à soumettre la légalité du droit de grève à une condition supplémentaire restreignant ses conditions d'exercice. À ce titre, comment ne pas voir que le préavis du préavis n'a été utilisé par la direction comme le moyen d'enliser les débats et n'a pas permis une amélioration du dialogue social. La seule disposition favorable figure à l'article 12, inséré grâce à un amendement de mon groupe, qui stipule que les autorités organisatrices de transport incorporent dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport des critères sociaux et environnementaux de qualité de service. Nous estimons qu'il s'agit là d'une mesure de nature à diminuer la conflictualité au sein des entreprises de transport et nous regrettons que sur ce point nous n'ayons aucun élément de bilan, mais Monsieur le Ministre, vous allez sans doute nous en donner. Je ne reviendrai pas ici sur la provocation de l'article 10 qui stigmatise encore un peu plus les agents de transport en rappelant le principe de non-paiement des jours de grève, laissant entendre en creux que les grèves sont sans incidence financière sur les agents de service public. C'est totalement inacceptable. Les premières victimes économiques des grèves, ce sont les grévistes. Je crois qu'il est important ici de le rappeler. Aujourd'hui, dans le cadre du bilan sur l'application de cette loi, je regrette que nous ayons clairement manqué d'éléments pour préparer ce débat, Monsieur le Ministre, faute d'un bilan gouvernemental ou des entreprises de transport, faute d'auditions menées par la Commission des affaires économiques au Sénat, nous avons uniquement pu nous appuyer sur des rapports d'information, certes de qualité, réalisés en début d'année 2009 par le député Mariton et les députés Bonneau et Kosowski. Sur le fond, si les deux rapports se retrouvent sur un bilan positif en ce qui concerne la formation des usagers, leurs préconisations sont radicalement différentes. Alors que le premier n'a en ligne de mire que la restriction absolue du droit de grève, le second, à juste titre, souligne la nécessité de renforcer le dialogue social, notamment grâce à la mise en œuvre d'un observatoire des relations sociales, par une meilleure démocratie sociale au sein des entreprises ferroviaires, ainsi que par une meilleure intégration dans ces instances des représentants des usagers. Nous approuvons ces propositions. A contrario, nous estimons que le rapport du député Mariton, loin de porter un bilan sur les dispositions existantes, notamment en termes de dialogue social, a pour unique objectif de préconiser de nouvelles dispositions particulièrement dangereuses, alors même que les précédentes n'ont pas fait preuve de leur utilité. Qu'il s'agisse de porter à 72 heures le délai de la déclaration individuelle de grève, qu'il s'agisse d'interdire le dépôt d'un préavis pour des motifs de même objet avant l'expiration du préavis précédent, ou bien encore qu'il s'agisse, pour lutter contre les grèves de 59 minutes, de renforcer les sanctions financières à l'encontre des grévistes en portant la retenue sur salaire à 1/50e du traitement pour le deuxième arrêt de service et les suivants relatifs à la même déclaration d'intention. Toutes ces propositions ne concernent ni le dialogue social,
ni la continuité du service, puisque, comme le reconnaît le rapporteur, les grèves de 59 minutes ne sont pas insurmontables dans l'organisation du service par les entreprises. Nous regrettons à l'inverse l'absence de bilan sur l'amélioration du dialogue social. Monsieur le ministre, vous allez aussi nous les préciser durant le préavis, voire le préavis du préavis, ainsi que l'absence d'analyse sur le fait que seuls les salariés disposaient dans cette loi d'obligations et non les directions d'entreprise. Peut-être serait-il temps de penser des dispositions contraignantes en termes de dialogue social pour les directions des entreprises de transport. Parallèlement, des parlementaires, sans attendre ces travaux d'analyse, ont déposé des propositions de loi qui ne visent qu'à une restriction abusive du droit de grève. Ces propositions visent toutes à un élargissement du service minimum, que ce soit par son domaine d'application en l'étendant au transport maritime et aérien, Madame Procaccia, que ce soit en sanctionnant financièrement de manière disproportionnée les grévistes, proposition de M. Bortelli. Je note ici que cette proposition est jugée très sévère, y compris par le député Mariton. Enfin, la dernière, mais également la plus dangereuse, celle du député Ciotta visant à permettre la réquisition de personnel. Je vous rappelle alors, puisque cette idée a l'air de séduire un certain nombre de nos collègues, que la réquisition sous réserve de quelques dérogations très limitativement énumérées est contraire à un exercice normal du droit de grève. La jurisprudence tant administrative que judiciaire ne reconnaît l'usage de réquisition uniquement lorsqu'il est question de sécurité publique. Cette proposition de loi préconise également la réalisation par les entreprises d'une liste d'agents volontaires pour suppléer les collègues en cas de grève. Il s'agit là d'une proposition qui me semble tout juste hallucinante, tant elle conduirait des agents à se priver par avance d'un droit inaliénable qui est constitutionnellement reconnu, le droit de grève. Sur le fond, alors que cette question devait être au cœur de ces débats et du bilan de l'application de cette loi, nous regrettons que la dimension du dialogue social soit à ce point marginalisée. Il y a pourtant là une marge de manœuvre importante pour limiter la conflictualité au sein des entreprises, objectif reconnu du service minimum, puisque les grèves sont la conséquence directe soit de la dégradation du dialogue social, soit des politiques menées tant par le gouvernement que par les directions d'entreprise, de casse de l'emploi ou de l'outil de production. Ainsi, il ne faut pas se leurrer, tant que la SNCF mettra en œuvre une politique comme elle s'est illustrée avec son plan de sauvegarde du fret et qu'elle cherchera sa future privatisation, les agents ne cesseront de faire grève. Cela s'explique notamment par le fait que la SNCF se trouve enfermée dans une logique concurrentielle qui la pousse à augmenter sa rentabilité économique au détriment d'autres considérations. Nous ne pouvons également passer sous silence le fait que depuis 7 ans, ce sont 21 500 emplois qui ont été supprimés à la SNCF. Voilà une cause non seulement qui pourrait expliquer la conflictualité au sein de l'entreprise, mais également expliquer le défaut de continuité du service public, si les moyens humains ne sont pas suffisants pour le garantir. À ce titre, comment ne pas voir qu'aujourd'hui, de simples aléas météorologiques, comme on le voit en ce moment, sont capables de remettre en cause l'organisation du service public de transport? N'est-ce pas le signe que ce fonctionnement à flux tendu est facteur de grandes perturbations pour les usagers? Cela me permet d'aborder la seule question qui fait sens pour mon groupe, celle de la continuité du service public des transports au quotidien. Et là, il faut bien avouer que celle-ci est mise à mal. Cela a été déjà dit par les orateurs précédents, non par les grèves répétées, mais bien le sous-investissement chronique dont fait l'objet ce secteur d'activité, les entreprises de libéralisation menées sous les injonctions de Bruxelles. Ainsi, selon le rapport du député Mariton, le nombre de jours de grève par agent était de 0,18 en 2008. Par conséquent, faire des grèves l'unique mal dont souffre aujourd'hui le service public en termes de continuité est une contre-vérité. Je rappelle que les grèves ne sont représentatives que de 3% de l'ensemble des incidents qui perturbent les transports. En réalité, le problème du service public des transports réside essentiellement sur la tension extrême des réseaux, qui pâtissent de l'insuffisance des investissements depuis les années 70, la diminution continue des crédits affectés au transport ne peut conduire qu'à une rupture de la continuité du service public. Les conflits sont également nourris par la dégradation des conditions sociales sous les coups de boutoir de la déréglementation du secteur.
La précarité de l'emploi se développe dans les transports avec une aggravation des temps partiels. Les salariés sont donc fondés à exiger une autre politique des transports. Avec les associations d'usagers, nous continuons d'affirmer la nécessité d'un plan Marshall des transports qui doit être initié par l'État et les collectivités. À ce titre, je souhaite souligner que les financements des collectivités, notamment celles des régions, vont être fortement impactés par la réforme des collectivités et la suppression de la taxe professionnelle. À ce titre, nous souhaitons que l'État s'engage dans un effort financier sans précédent, notamment par le biais d'une reprise de la dette de RFF. Nous regrettons que dans les sommes affectées au grand emprunt, aucune ne corresponde à ce défi majeur et que les déclarations d'intention lors du Grenelle de l'environnement ne soient pas suivies des investissements correspondants. Les sénateurs communistes, républicains et citoyens se placent pour leur part résolument du côté de la défense du service public, de la qualité et de la sécurité des prestations fournies pour les usagers. Cette volonté est indissociable des conditions de travail des personnels, du respect des droits collectifs et des droits syndicaux et de la négociation dans les entreprises. Pour cette raison, nous sommes opposés à toute atteinte au droit de grève, droit indispensable et utile pour chaque citoyen salarié. Je vous remercie et je m'excuse de cette minute. Je vous remercie, cher collègue. La parole est à Monsieur Michel Teston, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, lors de la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy avait annoncé son intention d'instaurer un service minimum dans les transports. Je le cite, « Je garantirai 3 heures de transport en commun pour aller au travail et 3 heures pour en revenir. Il est inacceptable que les Français soient pris en otage par les grèves. » Fin de citation. Peu de temps après son élection à la présidence de la République, de manière quelque peu démagogique, suivant la logique des effets d'annonce ou des lois déclaratives, il a fait déposer, le 7 juillet 2007, un projet de loi qui a été examiné en session extraordinaire par le Sénat et adopté par le Parlement selon la procédure d'urgence. Ce texte, qui est en retrait par rapport aux engagements du candidat Sarkozy, comprend 3 principaux volets. Le premier volet prévoit que les entreprises de transport et les organisations syndicales de salariés négocient avant le 1er janvier 2008 un accord concernant l'organisation obligatoire d'une négociation avant le dépôt de tout préavis de grève. Des négociations peuvent être en parallèle menées au niveau de la branche professionnelle. Le deuxième volet vise à permettre la mise en œuvre d'un service garanti en cas de grève ou de perturbation prévisible. Ce service minimum est défini par les autorités organisatrices de transport en fonction des spécificités locales. 2 mesures principales sont mises en place. L'obligation pour les salariés de déclarer 48 heures avant le début d'une grève s'ils ont l'intention d'y participer et la possibilité, après 8 jours de grève, d'organiser à l'initiative de l'employeur ou d'une organisation syndicale un vote indicatif à bulletin secret sur sa poursuite. Un amendement adopté par le Sénat prévoit qu'un médiateur pourra intervenir dès le début de la grève. Le troisième volet fait obligation à l'entreprise de transport d'informer préalablement les usagers en cas de grève ou de perturbation prévisible. Celle-ci peut être tenue de rembourser en tout ou partie les usagers en cas de non mise en œuvre d'un plan de transport adapté. Le texte réaffirme enfin que les jours de grève ne peuvent donner lieu à paiement. Ce texte a suscité, à juste titre, de fortes réactions de la part des organisations syndicales de salariés. Elles considèrent en effet que l'objectif du gouvernement n'est pas d'améliorer le dialogue social, mais de restreindre le droit de grève. Lors des débats, si les intervenants de notre groupe ont approuvé l'idée de prévenir plus efficacement la survenance de conflits sociaux par l'instauration d'un dispositif de négociation collective obligatoire, ils ont par contre formulé de nombreuses
et vive critique sur pratiquement toutes les autres dispositions qu'il contient. Ainsi, nous avons souligné que le texte n'évoque pas les questions de la dégradation du service public des transports et du vieillissement du réseau, ainsi que les multiples incidents, notamment des dégradations volontaires, à l'origine de nombreuses perturbations. Nous avons aussi relevé que ce texte ignore les grèves dites émotionnelles déclenchées dans l'instant à la suite d'agressions d'agents. Il nous est apparu aussi clairement que ce texte fait peser sur les élus, à savoir les autorités organisatrices de transport, des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Il est pourtant évident que ce ne sont pas les autorités organisatrices de transport, mais les entreprises de transport qui sont responsables du dialogue social avec leurs salariés. Plus généralement, nous avons dénoncé une loi d'affichage, reprenant ainsi l'expression de Denis Mazot, professeur de droit à Assas. Nous avons aussi formulé 3 autres critiques majeures à l'égard de ce texte. Première critique, alors que la majorité nationale avait déjà fait voter la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et celle du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, il lui a semblé nécessaire de proposer un 3e texte. Faut-il en tirer la conclusion que les dispositifs précédents ne s'étaient pas révélés à la hauteur des enjeux? En tout cas, c'est ce que nous avons dit en juillet 2007. Deuxième grande critique, ce texte réduit la portée du droit de grève et le débat sur l'amélioration du dialogue social est en trompe-l'œil. Peut-on parler d'amélioration du dialogue social avec la mise en place de sanctions disciplinaires à l'encontre des salariés grévistes lorsqu'ils n'ont pas, par exemple, respecté l'obligation de déclaration préalable sur leur intention de faire grève? Troisième critique, il est faux d'affirmer que cette loi permet d'assurer un service minimum effectif. Tout au plus s'agit-il d'un service restreint et surtout d'un service hypothétique. En effet, si tous les salariés sont en grève, il est bien évident que le service ne sera pas assuré. Je rappelle que 80% environ des agents sont nécessaires pour assurer un service normal aux heures de pointe, en particulier dans les grandes agglomérations. Alors, compte tenu de cette analyse du projet de loi, le groupe socialiste s'est, en juillet 2007, prononcé contre son adoption. Depuis lors, que s'est-il passé? Si le Conseil constitutionnel a validé la loi, le Bureau international du travail l'a déclarée non conforme à la Convention numéro 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. En effet, selon le BIT, je le cite, la fixation d'un service minimum négocié devrait être limitée aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soit assurée, car elle limite l'un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Fin de citation. En outre, face à une loi qui tente à relativiser le droit de grève, les salariés ont développé, on le comprend, de nouvelles formes d'action qui en contrecarrent les effets. L'article 10 de la loi dispose que, je cite, « La rémunération des salariés participant à la grève, y compris les avantages directs et indirects, est réduite au prorata de la durée non travaillée, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille. » Fin de citation. Cette rédaction ouvre une brèche dans laquelle s'est engouffré le syndicat SUT en janvier 2009, lors des grèves à la gare Saint-Lazare à Paris et à Nice. Des salariés sont déclarés grévistes pendant 59 minutes par jour, ce qui leur permet de limiter leur perte de salaire tout en apportant une certaine désorganisation au trafic. De même, les cheminots ont plus largement utilisé, et là aussi on les comprend, le droit de retrait à la suite d'agressions de collègues, ce qui a provoqué notamment la fermeture complète de la gare Saint-Lazare le 12 janvier 2009, bloquant 400 000 voyageurs. Quant à l'obligation faite aux salariés d'annoncer 48 heures à l'avance son intention de faire grève sous peine de sanctions disciplinaires, elle a pour conséquence d'inciter tout salarié à se déclarer gréviste au préalable, même si cette déclaration n'est pas suivie des faits. Aussi, le trafic peut être annoncé comme très perturbé et se révéler par la suite moins touché, avec comme conséquence une information erronée
donnée à l'usager. Un autre effet négatif de la loi a été constaté. Les entreprises de transport ne peuvent être contraintes par l'autorité organisatrice de transport de rembourser des titres de transport si elles ont mis en place un plan de transport qui a fonctionné, et ce même si les usagers ont subi une gêne considérable. Ainsi, la RATP a refusé de procéder à des remboursements après la grève du RER A, fin 2009, début 2010. Dans ce contexte, quelle évaluation pouvons-nous faire de ce service dit minimum 2 ans après son entrée en vigueur? Globalement, si les demandes de concertation obligatoires ont bien été effectuées, il n'en reste pas moins que le nombre de conflits a augmenté. Récemment, Libération faisait état du fait qu'en 2008, les préavis ont été davantage suivis par des conflits qu'en 2007. Le dispositif a en outre largement montré ses limites dans le cadre de grèves massives. Enfin, il a été contrecarré par de nouvelles modalités d'action mises en place par les salariés, grève de 59 minutes, usage plus systématique du droit de retrait, grève tournante. Le 4 mars 2009, nos collègues députés Jacques Kossowski et Maxime Bonneau ont déposé un rapport concernant l'application de la loi de 2007. S'ils estiment que globalement ce texte est correctement appliqué, ils rappellent également qu'il n'a pas créé de réel service minimum, celui-ci nécessitant la mise en place de réquisitions de personnel. Dès lors, je me tourne vers ma collègue Madame Procaccia, avec l'organisation de ce débat, l'objectif du groupe UMP du Sénat n'est-il pas de préparer en réalité le terrain au vote d'une nouvelle loi visant à restreindre encore le droit de grève des salariés des entreprises de transport? Et j'en veux pour preuve le dépôt en février 2009 de la proposition de loi du député Ciotti et de plusieurs de ses collègues UMP. Cette proposition a pour but de mettre en place un pouvoir de réquisition dévolu au préfet, de contraindre les autorités organisatrices de transport à mettre en place des listes d'agents volontaires pour suppléer leurs collègues en cas de grève spontanée. Alors qu'Éric Ciotti et ses collègues pensent que la loi de 2007 est insuffisante, le rapport Kossowski-Bonneau s'oppose à l'idée de légiférer dans l'urgence, et ce pour 3 raisons principales. Première raison, le texte de 2007 n'est en vigueur que depuis 2 ans. Il faut lui laisser, selon les auteurs du rapport, je les cite, le temps de vivre et d'être socialement bien accepté. Fin de citation. Deuxième raison, la grève n'est pas, loin s'en faut, la cause principale des perturbations du trafic. Concernant la RATP, par exemple, le président de l'entreprise rappelle que les causes de perturbation sont dans l'ordre: les suicides et tentatives de suicide, les utilisations abusives du signal d'alarme par les usagers, les malaises d'usagers, les colis suspects, les problèmes d'infrastructure, les défaillances matérielles et enfin les causes sociales. Troisième raison enfin, légiférer dans l'urgence en pensant qu'un énième texte va empêcher les conflits, c'est oublier que le problème de fond est celui du dialogue social. C'est un problème qui doit être traité en priorité. Au final, le texte de 2007 est loin d'avoir eu les effets promis par le gouvernement. Le directeur du transport public à la SNCF a évoqué, je le cite, l'apparition d'une nouvelle forme de conflictualité peu pénalisante pour les grévistes et très déstabilisante pour l'entreprise. Fin de citation. En d'autres termes, Monsieur le ministre, Madame, cette loi censée renforcer le dialogue social et la continuité dans les services publics a produit l'effet contraire, à savoir l'exacerbation de la conflictualité. Pour autant, ce constat ne doit en aucun cas justifier une nouvelle réduction du droit de grève, attentant gravement à cette liberté fondamentale. À cet égard, la PPL Ciotti, que j'ai déjà citée, nous paraît attentatoire au droit de grève et donc contraire aux principes constitutionnels. Le constat de l'inefficacité de la loi nous doit dûment conduire à rendre le dispositif encore plus contraignant. Notre groupe y est opposé. Au nom du groupe socialiste, je tiens à rappeler ce qui a déjà été dit, mais il est bon de le rappeler une nouvelle fois, que la majorité des désagréments, nombreux et fréquents, subis par les usagers des transports
n'ont pas pour origine des mouvements sociaux, mais sont la conséquence du sous-investissement dans l'entretien des réseaux et des matériels, générateurs de retard et de panne. La question de fond est donc beaucoup plus celle des moyens dégagés par l'État et les entreprises pour faire fonctionner dans de bonnes conditions les transports publics terrestres de voyageurs. Enfin, tout doit être fait pour renforcer le dialogue social. Cette orientation était d'ailleurs préconisée par le rapport Mandelkern en 2004, partant de l'hypothèse qu'il n'est pas possible en l'état de mettre en place un service minimum continu. En conclusion, notre position reste la même qu'en 2007. Il convient de renforcer le dialogue social et non d'attiser les conflits, comme l'a fait la loi de 2007. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Anne-Marie Escoffier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question orale dont nous débattons ce soir intervient fort opportunément au lendemain de la fin d'une longue grève sur la ligne A du RER. Une grève qui, pendant 2 semaines, a fortement nui aux usagers parisiens ainsi qu'à de nombreux habitants de l'ouest et de l'est de la capitale. À cette occasion s'est posée à nouveau la question du service minimum, du droit de grève dans les transports publics, qui longtemps a constitué un fond de proposition des lois déposées depuis 2002 sur ce sujet. Aujourd'hui, le débat porte sur les conditions de mise en œuvre et les conséquences de la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Loin de moi de méconnaître le principe même d'un service minimum et de le critiquer. Il existe dans d'autres secteurs, l'hôpital, la télévision, et il ne serait pas question de le remettre en cause. De la même façon, et ça a été dit par notre collègue, en Europe, la moitié des États constituant l'Union ont mis en place une législation à peu près comparable, selon naturellement la nature de leurs droits et de leur réglementation. Dès lors, il n'était pas absurde d'envisager qu'un service assuré aux heures de pointe pût non seulement respecter strictement le droit de grève, mais encore permettre aux usagers de se rendre sur leur lieu de travail, garantissant ainsi 2 pôles imprescriptibles des principes constitutionnels de la République, droit de grève et libre circulation des personnes. Quelle évaluation peut-on faire maintenant de ce dispositif? Je voudrais relever sur le dernier cas concret de la grève du RER 2 faits particuliers. D'abord, s'agissant de l'efficacité du service minimum. Sur certaines lignes, les voyageurs n'ont bénéficié que d'un train sur 5 ou sur 6, au lieu de 1 train sur 3 comme initialement prévu. En outre, les horaires de fonctionnement de ce service minimum ont été peu compatibles avec une activité professionnelle habituelle. 3 heures tôt le matin, soit, mais fin de service le soir à 19h30, à une heure qui est loin de correspondre à la fin du service de nombreux salariés. Il s'en est suivi un recours accru à la voiture, au métro, créant par là même embouteillage et bousculade, et parfois mauvaise humeur. S'agissant en second lieu des conséquences financières de ce mouvement de grève pour les voyageurs, ceux d'entre eux qui ont acquis un coupon hebdomadaire assez onéreux, et je pense en particulier aux usagers habitant le plus loin de Paris et aux revenus modestes, ces usagers se sont interrogés sur les conditions de remboursement dudit coupon. Ce à quoi il leur a été répondu au guichet de la ligne A que, puisqu'il y a eu service minimum, il n'y a pas de remboursement. J'aimerais, Monsieur le Ministre, savoir si cette réponse sera confirmée par votre administration, alors que vous n'ignorez pas que la qualité de ce service n'a pas été à la hauteur de ce que les voyageurs sont en droit d'attendre. Je voudrais maintenant, de façon plus générale, vous faire part de mes observations sur ce dispositif. Le bilan d'application de la loi sur le service minimum est, au dire même de la SNCF et de la RATP, mitigé, parce que variable selon les territoires.
Si, globalement, les départements ayant en charge, par exemple, les transports interurbains et scolaires rencontrent peu de difficultés en matière de continuité de service public, il en va tout autrement dans certaines régions ou dans certaines entreprises de transport urbain. Les difficultés inhérentes à la mise en place d'un service minimum, à l'image de celles que je viens d'évoquer, se trouvent encore amplifiées lors de ces grèves spontanées, dites grèves émotionnelles, comme celle récemment déclenchée à la gare de Saint-Lazare à la suite de l'agression d'un conducteur. Là se trouve une des failles de la loi du 21 août 2007 qui ne répond pas à la problématique des grèves imprévues ou de ces grèves de courte durée, dites de 59 minutes, ou de ces mouvements de personnel qui, inopinément, décident de faire grève, ou tout aussi inopinément de renoncer à la même grève. Je mesure bien sûr pour l'opérateur la difficulté à prévoir l'imprévisible et à ajuster le trafic en temps réel, ou presque, aux besoins des usagers. Face à des situations de cette nature qui posent au demeurant la question du dépôt de préavis successifs, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a souhaité la création d'un observatoire des relations sociales dans les transports terrestres, doté de tous les pouvoirs d'investigation nécessaires et appelé à faire un bilan de l'état du dialogue social en France. Un tel observatoire serait de nature à permettre un examen impartial de la situation des entreprises de transport et son positionnement indépendant le garantirait de toute instrumentalisation dans un conflit. Je voudrais en effet souligner que le plus grand nombre des mouvements de grève se veut le révélateur d'un malaise lié le plus souvent à la qualité des transports, attendu tant des voyageurs eux-mêmes que des salariés. L'augmentation exponentielle du nombre de voyageurs, le vieillissement et la dégradation des équipements, le besoin de formation des conducteurs, la sécurité sont autant de freins à la bonne marche des trains. Bien plus que les conflits sociaux, ils provoquent la majorité de retards ou des perturbations de trafic. Le président de la République a opportunément parlé de la nécessité d'arrêter un plan d'amélioration de la ligne A. Monsieur le ministre, pouvez-vous, sur ce plan particulier, nous dire les objectifs, les modalités de financement, son calendrier de mise en œuvre? Vos réponses viendront apporter quelque apaisement dans un contexte social tendu qui mériterait assurément que soit instauré un nouveau dialogue social plus serein que celui vécu ces dernières semaines. Je veux être persuadée, Monsieur le ministre, que votre objectif est bien avant tout de garantir un service public de transport de qualité dont bénéficieront aussi bien les voyageurs écoutés et entendus dans leurs attentes légitimes que les salariés de ces services publics respectés pour leur engagement au quotidien au service du public. Merci. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Louis Nègre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'initiative du Sénat et en particulier de notre éminente collègue Madame Catherine Procaccia, vient en débat l'évaluation de la loi sur la continuité des services publics de transport. Ceci montre tout à la fois la réactivité de notre Assemblée, l'attention que les sénateurs portent au quotidien de nos concitoyens, de même que sa sensibilité à la maintenance de services publics de grande qualité. Je rappelle que ces derniers sont un des éléments majeurs, Monsieur le Ministre, aux yeux des investisseurs étrangers, de l'attractivité de la France et donc de son développement économique qui nous concerne tous directement. La loi du 21 août 2007 n'impose pas, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, un niveau de service minimal, mais porte plus simplement sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Cette loi, voulue par le président de la République suite aux profonds dysfonctionnements constatés dans le secteur des transports, était incontestablement nécessaire. Elle a eu un impact positif sur le dialogue social
en organisant de manière précise ses modalités. Le dispositif de prévention des conflits a globalement bien fonctionné et l'impact sur la conflictualité s'est avéré positif. Parallèlement, le constat des professionnels au plan national est qu'en cas de grève, l'application de la loi s'est traduite souvent par un service supérieur à la prévision. Enfin, les plans, que ce soit les plans de transport adaptés et les plans d'information des usagers, ont été pour leur grande majorité respectés. Cette loi, qui était nécessaire, je le répète, a eu, comme nous venons de le constater, un résultat positif tant au niveau du dialogue social que pour l'information des usagers. Pour autant, peut-on en déduire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes? Malheureusement, la réponse à cette question est incontestablement non. En effet, la très grave perturbation qu'a connue pendant 2 mois la région PACA l'année dernière, le mouvement actuel qui perturbe l'unité de production de Marseille-Blancarde et les récents événements en Île-de-France, notamment la grève sur la ligne du RER A, ont montré que malgré une certaine pertinence de la loi de 2007, cette dernière était bien nécessaire, mais insuffisante pour assurer à nos concitoyens les droits constitutionnels de liberté de circulation et de liberté d'accès aux services publics. Le problème qui se pose à nous, chers collègues, est celui du respect minimal que l'on doit aux usagers, constitutionnellement lui aussi reconnu à travers la continuité du service public et de l'importance que la nation veut bien accorder au secteur des transports. La Constitution, de son côté, précise que le droit de grève s'exerce dans le cadre de la loi, article 7. Cette précision juridique vise à confirmer qu'il n'y a pas un droit de grève dans l'absolu, mais un droit de grève relatif en fonction du domaine où il s'exerce. C'est d'ailleurs si vrai qu'il existe un service minimum dans les secteurs aussi sensibles que le nucléaire, l'audiovisuel, la santé et le contrôle aérien. Ce dernier domaine nous amène à nous interroger d'ailleurs sur la distinction actuelle qui privilégie donc les Français d'en haut, ceux qui prennent l'avion, sur les Français d'en bas, qui eux sont soumis aux aléas des transports terrestres. La question à résoudre est donc de savoir si les transports publics terrestres sont des services essentiels pour le pays et les Français. Qui peut nier l'importance de ces services et leur rôle majeur dans le bon fonctionnement de la société? Pauvres usagers, qui sont les oubliés permanents, voire les otages de ces conflits du travail dont ils sont les premières et les principales victimes. Qui pense à eux? Cette question se pose d'autant plus qu'on l'a dit tout à l'heure, en cas de grève de la totalité du personnel, les usagers ne bénéficient même plus d'un minimum de services. En Europe, des pays aussi démocratiques, au moins aussi démocratiques que la France, ont donné une réponse différente, chers collègues, à la nôtre, beaucoup plus favorable aux usagers. En Allemagne ou en Autriche, je rappelle qu'il est interdit constitutionnellement parlant de faire grève aux salariés statutaires de la fonction publique. C'est excessif, compte tenu de notre culture. Très bien. Alors prenons d'autres pays européens, l'Italie, l'Espagne, où là encore, le droit de la communauté aux prestations vitales dans les transports est prioritaire sur le droit de grève. Par ailleurs, peut-on d'ailleurs soutenir raisonnablement que les intérêts particuliers de quelques centaines d'employés s'imposent à 1 million de voyageurs dont la dignité, le droit au travail sont, à mes yeux, au moins aussi importants. Le droit des usagers d'aller et de venir ne peut être pris en otage par une infime minorité de travailleurs qui a, je le rappelle, des droits, mais aussi des devoirs. Ce conflit catégoriel a produit une grève qui a très durement pénalisé des centaines de milliers de Français. Est-ce normal? Non. Est-ce légitime? Non. Dans le cadre de l'évaluation de la loi de 2007, ce dysfonctionnement majeur confirme que cette dernière loi ne sanctionne pas le déséquilibre manifestement excessif entre les deux principes constitutionnels de même niveau et un tout aussi grave déséquilibre
entre une infime minorité qui fait peser une contrainte excessive sur une énorme majorité de nos concitoyens usagers. Cette situation est donc par trop déséquilibrée, et ce, au détriment des sans-grades, du vulgum pecus, qui ne mérite pas, cependant, une telle indifférence. Chers collègues, il appartient au législatif de faire évoluer cette loi dans un sens plus équitable, Monsieur le Ministre, sans aller à contester le droit de grève, comme en Autriche ou en Allemagne, sans aller jusqu'à réquisitionner plus facilement par les préfets les salariés du secteur, mais pour tenir compte de l'état de souffrance, d'abandon des principaux intéressés, je devrais plutôt dire des naufragés des transports publics, je propose à ce jour, et sous réserve d'une évaluation annuelle, 6 mesures pour tenir compte des abus. 1. On renforce la loyauté entre partenaires du dialogue social et en conséquence, on prévoit désormais pour une grève de moins d'1 heure une retenue financière égale du montant du salaire dû pour la durée totale du service. 2. De confirmer par la loi la jurisprudence qui juge illicite les grèves tournantes. 3. De fixer la déclaration des grévistes à 48 heures avant le début théorique de la grève et non pas 48 heures avant le moment de la participation personnelle du salarié. Je termine. Dans les cas 4 des mouvements de grève nationaux, de supprimer l'alarme sociale et de conserver uniquement le préavis de 5 jours, ainsi que la procédure de déclaration des grévistes, de fixer plus précisément les limites des grèves promotionnelles, des grèves émotionnelles, Monsieur le Président, pour éviter les abus de droit de retrait, et enfin, Monsieur le Président, de supprimer l'alternance répétée à l'intérieur d'une période couverte par un préavis d'arrêt de travail et de reprise d'activité par un même salarié. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Président, chers collègues, notre collègue, Monsieur Teston, Michel Teston, nous demandait quel était l'objectif de l'UMP. Eh bien, c'était de défendre le peuple. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jacques Gautier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai un peu l'impression depuis le début de la soirée que certains refont le débat de 2007, centrant leur intervention sur le vieillissement des matériels roulants, le manque de confort et de régularité. Je tiens à dire, Monsieur le Ministre, que c'est un point que je partage totalement. Nous devons faire des efforts dans ce domaine. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Notre débat concerne une évaluation et peut-être, on vient de l'entendre, un renforcement de la loi de 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public des transports. Alors cette loi, on l'a répété, s'applique maintenant depuis 2 ans et je me félicite que ma collègue Catherine Procaccia ait souhaité que nous dressions ensemble cette évaluation qui a aussi pour objet, rappelons-le, en cas de conflit social, de permettre aux usagers de se déplacer, d'aller travailler ou de rentrer chez eux aux heures de pointe, tout cela en respectant la liberté fondamentale du droit de grève. Si le bilan de ce dispositif semble globalement positif, et la grève du 29 janvier 2009 en est un exemple, 35% de grévistes, mais la SNCF avait réussi à maintenir près de 50% des trains. Sans parler des grèves qui n'ont pas eu lieu grâce au dialogue social renforcé. Mais on se rend compte aussi qu'au travers des opérations d'arrêt de travail limitées à 59 minutes et répétitives, on l'a évoqué, ou pendant des événements récents sur la ligne A du RER, le service garanti a été insuffisant. En effet, et beaucoup l'ont évoqué, pendant 17 jours, du 10 au 27 décembre dernier, 1 million de Franciliens qui empruntent chaque jour la ligne A, la plus fréquentée d'Europe, a subi la plus longue grève depuis 1995. Dans ce cas, le service garanti dans les transports n'a pas apporté de réponse satisfaisante. Les usagers se sont entassés dans les gares, dans le froid, et les trains qui circulaient, obligés de partir très tôt le matin et souvent de rentrer très tard le soir,
quand ils n'étaient pas forcés de ne pas aller travailler faute d'un service acceptable. Si la paralysie a été évitée, c'est peut-être grâce à la loi. Mais je rappelle que c'est souvent les plus modestes qui ont été pris en otage et le service public que beaucoup revendiquent ce soir n'a pas été à la hauteur de ce que nous sommes en droit d'attendre et d'offrir à nos concitoyens. J'ajoute que dans un contexte économique difficile et juste avant la fin de l'année, au moment des fêtes, ce conflit a eu des répercussions économiques lourdes pour les entreprises, les commerces, les petits commerçants et les entreprises de commerce et les usagers. La RATP l'a estimé à 5 millions d'euros en ce qui la concerne et les commerçants et entreprises de commerce auraient perdu plus de 50 millions d'euros d'après le MEDEF Île-de-France. Cela n'est pas acceptable. Il est donc nécessaire, Monsieur le ministre, d'aller plus loin pour assurer un véritable service des transports publics. De plus, je voudrais signaler qu'en Île-de-France, le partage des transports entre RATP et SNCF ne fait qu'aggraver, dans certains cas, la pénalisation des usagers. Il est donc nécessaire que nous intégrions cette dimension dans notre réflexion. Cela même au moment où la commission spéciale sur le Grand Paris vient de se mettre en place, ce Grand Paris dont le projet phare s'articule sur une double boucle de transport en commun, certes automatique, mais dont on voit bien que quelques techniciens pourraient maintenant le rendre inutilisable ou perturber son fonctionnement. Pour terminer mon intervention, je voudrais revenir sur le texte de 2007, dans lequel le gouvernement, Catherine Procaccia l'a dit, n'avait pas souhaité prendre en compte le volet de transport aérien et les liaisons maritimes entre la France et les îles de sa façade maritime. Nous sommes en train de vivre